Il est un peu plus de midi, on a tout à fait respecté l'horloge, tout va bien. C'est l'heure maintenant de la reprise ou des prix, de la remise des prix, pardon, CCR CatNat. C'est un prix traditionnel qui récompense une thèse de doctorat consacrée à la connaissance des catastrophes et son application au métier de l'assurance et la prévention des risques. J'appelle Antoine Quentin, directeur des réassurances et des fonds publics CCR, qui va remettre ce prix, nous dire quelle est la personnalité qui a donc gagné cette année. Je rappelle que le but, vous n'allez pas me contredire, c'est de valoriser un travail de recherche innovant, ça c'est vraiment un critère important, l'originalité évidemment, et puis d'avoir, je dirais, un programme riche et ouvert sur le monde. Je vous laisse la parole. Merci. Donc j'imagine que vous ne pouvez plus attendre, non pas la pause de midi, mais de savoir qui est le lauréat cette année du 4e prix CCR CatNat. Alors, avant de dévoiler le nom du lauréat, je laisse un peu de suspense. Voilà, je voulais dire vraiment combien ce prix nous tenait à cœur pour déjà récompenser les travaux d'un jeune talent dans le domaine des catastrophes naturelles et aussi quelque chose qui tient à cœur à CCR, de renforcer les liens entre le monde académique et puis le monde de la prévention et le monde de l'assurance. Et je crois cette année que eh bien, notre lauréat remplit pleinement ces conditions de non seulement un travail de très grande qualité, mais également qui sera très utile aux différents acteurs de la gestion de crise, de la prévention, de l'assurance. Et donc avant de l'appeler sur scène, je tenais aussi à remercier les membres du jury, donc qui chaque année nous aident à sélectionner donc ce lauréat, donc, au premier rang desquels le président du jury, Alberto Monti, professeur à l'université de Pavie, Véronique Ducrot de Météo France, Jérémy Romer du BRGM, Olivier Perraste de l'IFSTAR. Également remercier les représentants du secteur de l'assurance que sont Jean-Louis Charlutot de Generali et Charles Dumartinet de Covea, et puis les collaborateurs CCR qui ont également planché cette année, donc Thierry Coignac, David Moncoulon, Pierre Tinard, Jean-Philippe Nolin et Jérémy Dezart. Donc maintenant, fini le suspense, et donc je vais appeler sur scène Kenji Fujiki, donc qui est chercheur Kenji Fujiki, qui est chercheur à l'UMR 5600 Environnement, Ville et Société du CNRS. Et alors, je regarde bien mes notes parce que le titre de la thèse est un petit peu long. Et donc, qui a soutenu sa thèse en décembre 2017 sur le thème « Étude prospective des impacts sociaux d'une inondation majeure en région Île-de-France, disparité socio-spatiale dans la prise en charge des populations franciliennes en situation de crise et post-crise, une analyse cartographiée et quantifiée des besoins des ménages, de l'évacuation à la reconstruction ». Bonne transition avec ce qu'on vient de dire. Voilà, donc on reste dans le thème de la crue de la Seine. Je vais le laisser présenter ses travaux, je lui remettrai d'abord le prix, et je suis sûr que vous allez être tous passionnés par ce sujet, notamment qui n'est pas directement lié, mais assez connexe, avec des problématiques de relogement qui animent souvent le secteur de l'assurance. Donc, alors voici le prix. Donc ça, c'est pour la gloire, c'est à mettre au-dessus de la cheminée ou sur le bureau. Voilà, et puis ça, c'est un... Et donc, une deuxième enveloppe, c'est un petit peu plus matériel, mais ça peut être très utile pour la gestion de crise. En cas de crue majeure, vous pourrez peut-être partir au soleil, à l'abri, le temps que la décrue se produise. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier la Caisse centrale de réassurance et le jury. C'est vraiment un grand honneur pour moi que de recevoir ce prix de thèse. Alors j'en profite aussi pour remercier mon directeur de recherche, le professeur Michel Mietton, ainsi que l'ensemble des partenaires sans lesquels je n'aurais pas pu mener à bien mon projet de recherche. Alors je pense en particulier au programme de recherche Eurydice, à la préfecture de police de Paris et à l'EPTB Seine-Grand Lac. Je vais donc ici vous présenter
Parfait, merci. Je vais donc ici vous présenter succinctement mes travaux de thèse. D'abord en introduisant mon propos finalement sur mon sujet de recherche, puis en déclinant la méthodologie développée avant de vous présenter certains résultats, notamment sur la problématique de l'évacuation de masse, pour finir par conclure sur ce que ces travaux peuvent apporter du point de vue des acteurs de la gestion des risques et des assurances. Ma thèse, donc, qui était en géographie et aménagement du territoire, portait sur l'étude des impacts sociaux potentiels d'une inondation majeure en région Île-de-France. Donc la seconde partie du titre, on peut la mettre de côté. Donc les impacts sociaux sont les impacts de la crue sur la population, ses conditions de vie, ses moyens d'existence. C'est une thèse qui a une finalité résolument opérationnelle parce qu'en fait l'idée c'était vraiment de proposer des outils d'aide à la décision pour les acteurs de la planification en gestion des risques, en gestion de crise, et à l'échelle régionale en particulier puisque c'est mon échelle d'étude. Pour ce faire, la recherche de thèse s'est notamment penchée sur des scénarios d'inondation provoqués par une crue de la Seine et de ses affluents. Alors j'ai travaillé en particulier sur deux grands scénarios d'inondation, les scénarios dits R1 et R1,15. Alors ce chiffre 1 ou 1,15 est en fait un coefficient qui fait référence à l'inondation centennale de janvier 1910, donc un coefficient égal au débit mesuré lors du pic de crue de cette dernière. Le scénario R1 correspond donc à une crue équivalente en débit à celle de janvier 1910. Une crue R1,15, c'est une crue supérieure de 15% au débit atteint lors de janvier 1910. Le choix de ces scénarios s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit des scénarios de travail des autorités préfectorales dans leur planification de la gestion de crise. Ce sont aussi des scénarios catastrophes au sens où leur occurrence produirait des impacts largement supérieurs aux moyens d'action disponibles à l'échelle régionale. Et enfin, l'étude des deux scénarios R1 et R1,15 permet aussi de mettre en évidence des effets de seuil très importants. C'est-à-dire que pour quelques dizaines de centimètres d'eau de plus seulement, on a vraiment des impacts très largement supérieurs pour le scénario R1,15. Donc c'est une thèse qui est déclinée en trois objectifs. En fait, j'ai étudié les impacts sociaux d'une crue potentielle, donc les impacts sur la population, les impacts immédiats et différés, les impacts immédiats avec tout un travail notamment sur la problématique de l'évacuation de masse, et les impacts différés avec un travail sur la post-catastrophe. Et ensuite, j'ai confronté ces impacts sur la population aux moyens dédiés à la prise en charge des populations par les autorités publiques. Alors la méthodologie est double. Je vais croiser en fait les analyses qualitatives, quantitatives et géomatiques. J'ai d'abord donc une analyse qualitative, descriptive et interprétative des dispositifs de gestion de crise. Je vais à la fois étudier, je vais multiplier en fait les sources à la fois de la documentation écrite, par exemple les plans communaux de sauvegarde, des observations en cellules de crise, communales, départementales, préfectorales, lors d'exercices comme l'exercice Econa dont il a été question lors de la discussion, et aussi lors de crises bien réelles comme la crue de la Seine de mai-juin 2016. Et enfin, ça a été complété par des entretiens semi-directifs et libres auprès de différents acteurs du territoire. Alors, à cette analyse qualitative se superpose une analyse quantitative et cartographiée des impacts de l'inondation sur les ménages. Donc, je l'ai dit, sur une double temporalité, avec en phase de crise le développement d'un modèle sur l'estimation des besoins en cas d'évacuation massive, et en phase post-catastrophe, avec notamment une cartographie des impacts sociaux de long terme. Alors, cette analyse, en fait, elle se fonde sur la combinaison de deux approches. Une approche fondée plutôt sur l'aléa, inspirée notamment des modèles de mesures monétaires de l'endommagement, très classiques en analyse de risque, et en particulier dans le domaine des assurances. Approche qui visait notamment à estimer l'impact physique de l'inondation. Et cette approche-là était doublée d'une autre approche, plus sociale, elle qui consistait en fait en une cartographie de la vulnérabilité, qui visait en fait à cartographier, identifier la capacité des populations à faire face aux conséquences de l'inondation. Alors, pour illustrer cette approche, je vais m'attarder notamment sur le modèle que j'ai développé sur la question des évacuations. J'ai donc créé un modèle sous SIG, donc un SIG, un système d'information géographique, à une échelle fine, celle du bâtiment, pour estimer les besoins de prise en charge des populations en cas d'évacuation. C'est un modèle qui va croiser deux types de données, des données sur l'aléa, qui vont permettre de créer un zonage de l'évacuation, et des données sur les populations, qui vont permettre d'estimer la capacité de ces dernières à évacuer et à trouver un hébergement par leurs propres moyens. La première étape consiste donc à mesurer l'exposition vis-à-vis de l'aléa pour faire un zonage de l'évacuation. Donc en fait, on va croiser donc, sous un système d'information géographique différentes variables relatives à l'aléa et à ses impacts. Donc pour un scénario d'inondation donné, comme la hauteur d'eau, la durée de submersion,
la rupture des réseaux provoquée par l'aléa. Et à partir donc, de ce croisement de variables, on va classer les bâtiments dans des zones. Une zone dite d'évacuation systématique, une zone dite de maintien en vie dégradée, où les populations pourront éventuellement être maintenues chez elles dans des conditions de vie dégradées notamment du fait de la rupture des réseaux d'électricité et d'eau potable. Et enfin, une zone non affectée directement. Alors, pour mener à bien cette analyse, je me suis notamment appuyé sur un arbre de décision logique d'évacuation, dont vous avez ici un extrait. Et cet arbre de décision, en fait, il est issu d'une réflexion, encore en cours d'ailleurs, de la préfecture de police de Paris sur sa doctrine d'évacuation. Donc la préfecture de police, pour ceux qui ne sont pas familiers du terrain francilien, c'est elle qui coordonne la gestion de crise à l'échelle de l'Île-de-France, et c'est avec la préfecture de police que j'ai développé ce modèle. Une fois que l'on connaît le zonage de l'évacuation, la seconde étape du travail, ça a consisté à estimer, à partir des données de recensement, la population résidente toujours à l'échelle du bâtiment, et au sein de cette population, d'identifier des populations vulnérables, des personnes vulnérables. Alors vulnérables au sens où ces personnes seraient peu à même d'évacuer, parce que bon, il ne faut pas, je ne l'ai pas dit encore, mais lors d'une évacuation de masse, ce qu'on constate, c'est que tout le monde n'évacue pas. Donc c'est identifier ces profils de personnes qui ne vont pas évacuer, et ainsi que des personnes qui ne sont pas à même de trouver un hébergement par leurs propres moyens. Pour identifier ces profils vulnérables, on va s'appuyer sur des retours d'expérience internationaux de catastrophes passées. Vous avez ici une synthèse de ces retours d'expérience, synthèse qui va me permettre d'identifier des variables corrélées positivement ou négativement à la capacité des populations à évacuer, à la capacité des populations à trouver un hébergement. À partir de cette synthèse, donc, on va identifier des profils vulnérables en agrégeant des variables tirées des données de recensement de l'INSEE. On va dès lors, en croisant le zonage d'évacuation et nos estimations de populations résidentes, et en particulier de populations vulnérables, obtenir des besoins de prise en charge des populations. Besoins qui vont être à la fois quantifiés et cartographiés. Alors vous avez ici, pour illustrer ce que donne ce modèle, quelques résultats tirés de ma thèse. Donc ça commence d'abord avec une cartographie de l'évacuation, pour deux scénarios donnés, d'inondation donnée, donc les scénarios R1 et R1.15, pour une doctrine d'évacuation aussi donnée. Sachant que, je le rappelle, la doctrine d'évacuation de la préfecture de police, elle est en constante évolution. Donc là, c'est une option parmi d'autres que je vous présente. Vous avez en rouge les zones d'évacuation, en orange et en jaune les zones dites de maintien en vie dégradée. En vie dégradée, notamment du coup du fait des ruptures de réseau. Ce qu'on va voir ici, notamment, ce sont les effets de seuil très marqués entre les scénarios R1 et R1.15, avec notamment une zone jaune qui s'étend très largement sur la petite couronne francilienne et au-delà, pour le scénario R1.15, et qui est lié notamment à l'effondrement quasiment généralisé du réseau d'adduction d'eau potable. Ce zonage se traduit aussi par un chiffrage du nombre de personnes comprises en zone d'évacuation, en zone de maintien en vie dégradée. Vous avez les chiffres ici à l'échelle départementale à gauche et à l'échelle communale à droite. À l'échelle régionale, si on additionne tous les chiffres départementaux, pour le scénario R1, donc 100% du débit de la crue de 1910, on aurait potentiellement 700 000 personnes comprises en zone d'évacuation et 2 millions de personnes en zone de maintien en vie dégradée. Pour le scénario R1.15, on aurait plutôt 1,1 million de personnes au moins comprises en zone d'évacuation et peut-être jusqu'à 6,5 millions de personnes comprises en zone de maintien en vie dégradée. On voit ici vraiment des effets de seuil qui sont très marqués entre les scénarios R1 et R1.15, avec concrètement des impacts sociaux là, sur la question de l'évacuation qui triplent pour seulement quelques dizaines de centimètres d'eau de plus, et qui rappelle en l'occurrence l'effet de seuil qui a été remarqué sur les conséquences économiques de la crue lors de l'étude de l'OCDE de 2014. D'un point de vue géographique, on a aussi bien sûr des disparités très fortes entre les territoires, avec notamment la surexposition, d'ailleurs bien documentée par ailleurs, de l'amont et de l'aval de Paris, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Bon, cependant, plus que ce chiffrage même de la population totale comprise en zone d'évacuation, ce qui va nous intéresser, c'est notamment le comportement attendu de cette population. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'identifier des profils de personnes vulnérables. En matière d'évacuation, on va notamment distinguer ce qui va être population à risque et population non autonome. La population non autonome, en vert ici, c'est la population qui n'est pas en capacité d'évacuer par elle-même, qui n'en a pas les moyens, pour des raisons physiques, par exemple du fait de l'âge, ou par exemple pour des raisons matérielles, du fait qu'elle n'a pas de voiture. Elle nécessite donc de ce fait des dispositifs de prise en charge tels que la mise à disposition de transports en commun. La population à risque, donc en rouge ici, c'est quant à elle la population qui risque de ne pas vouloir évacuer, de ne pas suivre volontairement les consignes d'évacuation. Donc là, on va vraiment faire la distinction entre ce qui est capacité et volonté.
En bref, ce qu'on va observer, c'est vraiment une segmentation spatiale assez marquée, dans la part de population non autonome, entre la Grande Couronne et le centre de l'agglomération, en particulier à Paris, en lien avec une motorisation des ménages beaucoup plus faible au sein de cette dernière. Concernant la population à risque, la situation est beaucoup plus nuancée. On peut cependant encore remarquer la position assez défavorable de la ville de Paris sur cette question-là. Alors, cette population évacuée doit ensuite trouver un hébergement. Il faut alors distinguer les populations qui trouvent un hébergement par leurs propres moyens, chez des proches, en hôtel par exemple, et les populations qui nécessitent un hébergement d'urgence mis en œuvre par les autorités publiques, par les collectivités. Et à la lecture des résultats, ce qu'on va d'abord constater, c'est que ces besoins en hébergement sont inférieurs assez largement aux besoins en évacuation. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans les retours d'expérience internationaux, ce qu'on observe, c'est que les populations ne s'adressent aux autorités pour trouver un hébergement qu'en dernier recours, s'ils n'ont vraiment pas d'autre choix. C'est vraiment la solution de dernier recours et qui est évitée le plus possible. Les taux de population évacuée qui nécessitent un hébergement d'urgence, c'est généralement rarement plus de 5 ou 10% de la population totale évacuée. On va aussi constater qu'il n'y a pas de corrélation stricte entre les besoins en évacuation et en hébergement, notamment d'un point de vue géographique. Par exemple, la ville de Paris, qui on a vu était assez bien exposée du point de vue de l'évacuation, avec une population en risque, une population non autonome très importante, est moins exposée dans les besoins en hébergement d'urgence, du fait de des profils sociodémographiques de sa population. De même, si du fait de leur surexposition à l'aléa, on voit toujours bien le Val-de-Marne et l'Hauts-de-Seine ressortir par le haut, on peut aussi observer d'autres départements, comme la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, qui sont surexposés dans leurs besoins en hébergement par rapport à leurs effectifs de population évacuées. Alors, au-delà de cette problématique de l'évacuation et de l'hébergement, il y a aussi bien sûr celle du relogement, la reconstruction, que je n'ai pas abordé ici, mais que j'aborde dans ma thèse, et dont les résultats vont dans le même sens. C'est-à-dire que les impacts de l'inondation n'affectent pas systématiquement les mêmes populations, ni les mêmes territoires, que ce soit en fonction de la nature de ces impacts ou en fonction du timing de l'événement, par exemple en distinguant ce qui va être gestion de crise et gestion post-catastrophe. Alors, ces impacts sociaux doivent ensuite être confrontés aux dispositifs de prise en charge des populations développés par les autorités. Et en matière d'évacuation et d'hébergement, cela implique notamment de s'interroger sur la doctrine d'évacuation de la préfecture de police. Alors, je crois que j'ai déjà un peu dépassé mon temps, donc je vais juste aller très rapidement sur cette question. C'est que cette doctrine pose notamment la problématique de l'auto-évacuation. L'idée sous-jacente derrière la doctrine de la préfecture de police, c'est qu'une large partie de la population saura et voudra évacuer par ses propres moyens. La disposition inondation du dispositif Orsec met notamment en avant la question de l'autonomisation des franciliens en matière d'évacuation et d'hébergement. Il y a notamment, en fait, on pense souvent notamment à l'ouragan Sandy, donc en 2012 sur New York, où en fait, le maire de New York avait appelé à la responsabilité personnelle des habitants compris en zone d'évacuation, à leur dire évacuez, si vous n'évacuez pas, c'est votre problème. Donc il y a un petit peu cette idée, avec quand même quelques réserves du point de vue des autorités en Île-de-France. Réserves notamment qui sont liées au fait qu'on a bien conscience qu'il y a de très nombreux freins à l'auto-évacuation. Et d'ailleurs, dans les retours d'expérience internationaux, on observe des taux d'évacuation préventifs qui sont assez médiocres, qui vont rarement dépasser 80%. Pour l'ouragan Sandy, par exemple, j'avais vu une étude où il y avait un sondage qui a été fait après l'évacuation, après la catastrophe, auprès des populations comprises dans les zones d'évacuation. Et ce sondage montrait qu'il n'y avait que 40% des populations comprises dans la zone qui avaient effectivement évacué. Donc on présente l'ouragan Sandy comme une sorte d'exemple de gestion de crise. Et à plein d'égards, c'est vraiment le cas. En matière d'évacuation, on peut quand même se poser certaines questions. De même, par exemple, pour l'Île-de-France, une auto-évacuation efficace, ça demande une bonne compréhension du risque en amont. Et très clairement, pour l'Île-de-France, on peut s'interroger sur l'acculturation au risque des franciliens. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pour conclure, ces résultats sur l'étude des impacts de l'inondation et des moyens mis en face pour y répondre sont soumis à différentes sources d'incertitudes, méthodologiques et conceptuelles, que je n'ai pas abordées ici, mais elles sont nombreuses. Et ces incertitudes doivent être en fait mettre en rapport avec l'absence de retour d'expérience en France ou même en Europe d'une catastrophe qui aurait l'ampleur d'une inondation majeure de la région francilienne. D'ailleurs, c'est peut-être justement ce caractère inédit finalement qui fait tout l'intérêt de ce sujet, de travailler sur notamment l'inondation de l'Île-de-France. C'est justement parce que c'est un événement d'une ampleur inédite. Donc ça rend finalement indispensable tout travail sur cette question-là. Et l'intérêt principal donc, de la thèse se trouve de ce fait moins dans les résultats obtenus que dans la perspective de travail qu'elle ouvre.
et d'ailleurs dans la continuité de ce qu'ont pu montrer d'autres chercheurs, et en particulier des géographes. D'abord, elles mettent en évidence la nécessité de travailler sur les disparités spatiales face aux risques. Les territoires, les populations ne sont pas égales face à l'inondation et à ses conséquences. Elles mettent aussi en évidence l'intérêt de travailler sur le caractère variable de ces disparités. Ces disparités, la géographie finalement du risque, elles varient selon le timing de l'événement, selon la nature des impacts étudiés, selon aussi les scénarios d'inondation considérés, avec des effets de seuil très marqués qui vont affecter de façon différenciée les territoires. Et c'est cette géographie différenciée du risque qu'il faut aussi que les gestionnaires de crise prennent en considération. D'autre part, je pense aussi que ce type de travaux met en évidence l'intérêt d'aller au-delà des seules problématiques et monétaires sur la question des catastrophes naturelles et de travailler aussi sur les impacts sur la population, sur les impacts sociaux. Je pense que ça peut être assez mobilisateur pour les élus, pour l'État, de travailler sur ces impacts sociaux, et en particulier, puisqu'en fait ce sont des enjeux de gestion de crise très forts. Comment va-t-on faire pour évacuer 1 million de personnes? Comment va-t-on faire pour maintenir en vie dégradée sur des semaines, voire des mois, des millions de personnes? Est-ce faisable? Est-ce acceptable? Ce sont autant de questions qu'il faut se poser en amont et qui ne peuvent pas être réglées simplement par des outils classiques de prévention des risques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo, formidable travail. Combien de temps de travail? 3 ans. 3 ans de travail, bah, écoutez, félicitations. On a vu effectivement ça peut être un outil formidable pour tous ceux qui sont en responsabilité. On pense évidemment parce que vous partez d'un constat assez technique et on arrive à des questions politiques dans votre conclusion. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est voilà. Du choix politique qu'il faut. Absolument. Après, il y aura évidemment des choix à faire. On est un peu pris par le temps, mais on va prendre quand même évidemment quelques questions parce que c'est très, très public. Votre thèse, bravo encore. Aura-t-on la capacité de loger toutes les personnes qui en font la demande? 3 personnes posent cette question. Est-ce que vous êtes en capacité de répondre? On commence par une première question déjà compliquée. Déjà, ce qu'il faut distinguer, ça va vraiment être l'hébergement d'urgence que je vous ai montré là et la question du relogement. Donc l'hébergement d'urgence, c'est vraiment sur le très court terme. Le relogement, c'est un peu plus sur le plus long terme. Les deux questions, on ne peut pas vraiment les différencier, mais malgré tout, ça ne va pas forcément être les mêmes problématiques. Sur l'hébergement d'urgence, la majeure partie des personnes ne vont pas s'adresser, a priori, aux autorités sur cette question-là. Je dis a priori parce que, dans le cas francilien, on est quand même sur un territoire très densément peuplé, avec des impacts majeurs en cas d'inondation, et du coup, peut-être finalement, ce qu'on observe dans d'autres catastrophes ne sera pas applicable sur l'Île-de-France. Autre question, quelle serait la durée de l'hébergement d'urgence? 3 personnes posent cette question. Ok, du coup, c'est un peu en rapport à ce que je viens de dire, c'est que finalement, la question, c'est la transition de l'hébergement d'urgence vers le relogement de plus long terme, puis la reconstruction des logements. Est-ce que cette culture du risque, quand même, qu'on commence à appréhender, y compris dans notre pays, est-ce que cet effet-là a, je dirais, eu un impact sur les résultats que vous avez pu obtenir? Parce que j'ai l'impression que quand même la prise de conscience peut modifier éventuellement votre thèse, en fait. L'effet sur la culture du risque, là, je pense que dans cette assemblée, il n'y a pas de problème. Ouais. Auprès de la population en règle générale, j'en suis quand même beaucoup moins certain. Pour l'Île-de-France en particulier, il y a un problème assez spécifique. C'est tout simplement le turnover des populations. Je crois que c'est peut-être que je dis des grosses bêtises au niveau des chiffres, parce que c'est vraiment de mémoire. Je crois que c'est presque 50% de la population qui habite dans son logement depuis moins de 5 ans. Donc si on fait un travail ciblé auprès des personnes qui habitent en zone inondable, ces personnes-là, dans 5 ans, ne seront peut-être plus là. Donc finalement, c'est vraiment un travail sur la culture du risque de façon beaucoup plus générale à l'école qu'il faudra entamer. Mais je pense que malheureusement, c'est quand même une problématique qui arrive de façon... Enfin, malheureusement. En même temps, c'est assez logique, c'est que le risque, c'est un événement en puissance, un événement potentiel. Ça passe souvent au second rang des priorités par rapport à d'autres enjeux économiques, sociaux, qui eux sont directement visibles, notamment à l'échelle nationale. Alors quand on pense évacuation, évidemment, on pense transport. En cas d'évacuation massive, est-ce que le réseau routier est vraiment bien dimensionné tel qu'on le connaît aujourd'hui en France? Ou par exemple en Île-de-France, en l'occurrence. Est-ce que ce serait possible et si oui, en combien de temps? Alors là, c'est plutôt l'enjeu temporel de la problématique de l'évacuation. En fait, c'est ce sur quoi je voudrais travailler prochainement. C'est vraiment ajouter un caractère temporel à la dimension plutôt finalement assez spatiale de mon travail. Donc du coup, je n'aurai pas vraiment de réponse là à vous apporter. Cependant, ce qu'on peut quand même noter, c'est que il y aura des problèmes d'accessibilité, d'enjeux de réseau routier pour évacuer les personnes, ça c'est clair.
Cependant, c'est peut-être pas l'enjeu le plus majeur en matière d'évacuation sur notre terrain francilien. Notamment du fait de Pour la vous, la cinétique. question majeure, c'est l'hébergement, en fait. C'est la solution de remplacement. C'est l'hébergement, et puis c'est aussi, comment maintenir sur place des millions de personnes dans des conditions de vie dégradées. Bien sûr. Ou alors, à l'inverse, si on évacue 5 millions de personnes, où est-ce qu'elles vont aller? Et surtout, quand est-ce qu'elles vont revenir? Donc, c'est aussi la question du retour à la normale. L'enjeu de l'évacuation pose un impact très fort sur finalement la question du retour à la normale et de la reconstruction. Autre sujet, en fait, c'est pas tout à fait une question, c'est une réflexion, mais je vous l'adresse quand même. 3 personnes soulignent qu'il serait intéressant, disent-elles, d'appliquer ce genre de modèle aux flux migratoires géopolitiques actuels ou climatiques. Est-ce qu'on... Ça, en fait, ce sont ceux qui pensent déjà à l'anticipation. Oui, ça vous inspire quoi, cette réflexion-là? Je pense que là, très clairement, le modèle que j'ai développé n'est pas forcément le plus adapté pour répondre à ce genre d'enjeu. Il y a d'autres modèles, il y a d'autres types de travaux qui travaillent sur ces flux migratoires, qui je pense sont beaucoup plus adaptés. Là, avec vous, on est dans la crise, en fait. Oui, voilà. Je ne dis pas que tout n'est pas lié. Bien sûr. Mais c'est juste que là, tel que je l'ai développé, en tout cas à l'heure actuelle, je ne peux pas l'appliquer pour ce genre de problématique. Petite question qui est sensible, je pense à Paris et la banlieue. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous avez pu noter dans votre étude, une différence de comportement entre les propriétaires et les locataires? Alors, vous avez précisé que probablement 25% des gens habitent depuis 25 ans, plutôt, dans le même logement. Mais est-ce qu'il y a une différence de culture entre les propriétaires et les locataires là-dessus? Dans les retours d'expérience à l'international, ce qu'on va observer notamment, c'est que sur la problématique de l'évacuation, les propriétaires vont être un peu moins favorables à évacuer finalement. Ils vont être un peu plus réticents à évacuer parce que finalement, c'est leur bien qui est en jeu. Quand on est locataire, on n'a pas forcément les mêmes enjeux de ce niveau-là. Même si on va aussi avoir d'autres enjeux, par exemple, du point de vue de la voiture. Parce que si on évacue son logement sans sa voiture, qu'on la laisse sur place, bon, déjà elle peut être inondée éventuellement, mais bon, on peut espérer que dans la gestion de crise, on va demander aux personnes d'évacuer leur voiture, mais c'est aussi les risques sécuritaires, quoi. Avec notamment, très souvent, on s'emballe notamment sur les problématiques de pillage, d'insécurité, qui sont par ailleurs souvent surestimées. Les populations ayant généralement un comportement plutôt pro-social qu'antisocial en cas de grave crise. Ce qui est plutôt rassurant. Merci beaucoup, Kenji Fujiki. Bravo pour votre... Oui. Merci beaucoup. Et merci à la CCR pour ce prix de test. Merci à Antoine Quentin. On voit que ce prix aujourd'hui, alors, il est d'une actualité presque encore un peu plus forte même que les années précédentes. Merci à tous. Merci d'avoir suivi nos travaux ce matin. On a pris à peine de retard, on se retrouve sans faute à 14 h tout à l'heure pour la suite de nos travaux. Bon appétit, n'oubliez pas de rendre vos casques de traduction, même si vous en servirez peut-être tout à l'heure.